Une pauvre petite fille entre dans un restaurant, tenant son petit frère dénutri dans ses bras. Elle regarde. Le PDG milliardaire et dit, juste quelques restes. Il n'a pas mangé. Depuis un jour. S'il vous plaît. Ce qu'il fait ensuite fait pleurer tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le restaurant. Lumia brillait comme un joyau dans la nuit froide. À travers ses baies vitrées, on pouvait voir des tables nappées de blanc, des verres en cristal, reflétant la douce lumière des lustres, et des gens élégants savourant des plats coûteux. Victor Hay était assis à une table d'angle, seul, comme toujours. Son costume sombre impeccable contrastait avec le vide de son expression. Cela faisait exactement un an depuis l'accident qui avait emporté sa femme et sa fille. Un an à vivre comme une ombre. Le maître d'hôtel versa plus de vin rouge dans son verre. Autre chose, monsieur Hay? Victor secoua simplement la tête, sans prendre la peine de lever les yeux. Le mouvement à la porte d'entrée n'attira pas son attention. C'est alors que le silence poli du lumière fut rompu. De petits pas, hésitants mais déterminés, traversèrent la salle à manger. Une petite fille marchait entre les tables, portant un garçon encore plus petit dans ses bras. Les clients tournèrent la tête, certains surpris, d'autres mal à l'aise. Léa s'avança, le regard fixé sur son objectif. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, ses vêtements bien trop grands pour son corps fragile. Elle portait son jeune frère. Noah avec un effort visible, bien qu'elle ne montrât aucune intention de le poser. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas être ici. » Le maître d'hôtel s'approcha. Rapidement, lui barrant le chemin avec un sourire tendu. Léa se faufila devant lui. Comme s'il n'était qu'un obstacle de plus, continuant en ligne droite. Ses grands yeux qu'avaient été rivés sur une seule table, celle où Victor Hay dînait. Seule. Sophia, la propriétaire du Lumière, sortit de la cuisine en remarquant l'agitation. C'était une femme d'âge mûr, aux yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle semblait prête à intervenir, mais quelque chose l'arrêta. Il y avait de la détermination chez cet enfant, et Sophia décida d'observer. Léa atteignit finalement la table de Victor. Il n'avait toujours pas remarqué sa présence, perdue dans ses propres sombres pensées, jusqu'à ce que la petite ombre se projette sur la nappe blanche. Victor leva les yeux et se figea. La fillette se tenait là, le regardant droit dans les yeux. Ses yeux qu'exprimaient un mélange de fragilité et de force, et le garçon dans ses bras semblait presque endormi, la tête reposant sur l'épaule de sa sœur. Ce qui choqua le plus Victor, ce n'était pas leur apparition soudaine, mais leur état. Même sous la douce lumière du restaurant, il était impossible de ne pas le remarquer. Leur peau pâle, les os saillants de leurs poignets et de leur visage, les vêtements qui semblaient empruntés, bien trop grands pour des corps qui avaient rétréci, et ce regard, un regard de quelqu'un qui avait grandi bien trop vite. Pendant un instant, personne ne bougea. Les autres clients, le maître d'hôtel, Sophia, tout le monde semblait pétrifié, comme s'il assistait à une scène d'un autre monde s'immisçant dans le leur. Puis, d'une voix claire qui ne correspondait pas à son apparence frêle, Léa parla, juste un petit peu. « Il n'a rien mangé depuis un jour, s'il vous plaît. » Il n'y avait aucune supplication dans sa voix. C'était presque une exigence, comme si elle ne faisait qu'énoncer un fait que Victor devait prendre en compte. Victor Hay été connu en ville pour son expression impassible depuis la tragédie. L'homme qui ne souriait plus jamais, le veuf qui s'était plongé dans le travail et s'était coupé du monde, le père qui avait perdu sa fille, avec elle, toute trace d'émotion. Mais à cet instant, quelque chose se produisit sur son visage, un tremblement presque imperceptible. Il regarda Léa, puis Noah dans ses bras, et de nouveau l'assiette devant lui, une entrée coûteuse qu'il avait à peine touchée. Le maître d'hôtel réagit enfin, s'approchant d'un pas déterminé. « Monsieur Hay, je m'excuse. Je vais appeler la sécurité et leur apporter de la nourriture. » Victor l'interrompit. La voix rauque par manque d'usage, pour eux deux. Sa voix résonna dans le restaurant silencieux. Le maître d'hôtel se figea sur place. Une dame à une table voisine porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Un serveur qui passait s'arrêta, clignant rapidement des yeux pour retenir sa propre émotion. « Vous m'avez entendu, continua Victor,
regardant maintenant l'homme droit dans les yeux. Apportez à manger pour eux deux. Sophia, qui avait tout observé depuis l'embrasure de la cuisine, s'avança, ses propres yeux brillants de larmes qu'elle luttait pour contenir. Marcel, apportez le dîner complet pour enfants. 2. Assiette. Son regard croisa celui de Victor un bref instant, une compréhension silencieuse entre eux. Victor désigna la chaise vide en face de lui. Asseyez-vous. Léa ne dit pas merci. Elle ne sourit pas. Elle s'assit simplement, installant soigneusement Noah sur ses genoux. Ses mouvements étaient précis, comme quelqu'un habitué à s'occuper d'un autre. Le silence qui suivit ne fut rompu que par des reniflements discrets. Un homme d'affaires à une table dans le coin détourna le visage, essuyant discrètement une larme. Le pianiste sur la petite scène tenta de reprendre son morceau, mais ses doigts tremblaient sur les touches. En quelques minutes, Marcel revint avec 2 assiettes, une soupe crémeuse, du poulet effiloché avec de la purée de pommes de terre, des légumes cuits, une nourriture simple mais nutritive. Sophia l'accompagnait, apportant un petit verre de jus et un autre de lait. Léa regarda la nourriture, puis Victor, comme si elle attendait des instructions ou des conditions. Il fit simplement un geste de la main, indiquant qu'il pouvait manger. Ce qui se passa ensuite toucha quelque chose au plus profond de Victor Haye. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Léa ne commença pas à manger. Au lieu de cela, avec un soin presque révérencieux, elle prit une petite cuillère et commença à nourrir son frère. Elle soufflait sur chaque cuillerée pour la refroidir, testait la température avec sa lèvre, puis l'offrait à Noah. Ses petites mains tremblaient légèrement, mais ses mouvements étaient assurés. Une jeune serveuse s'appuya contre le mur, pleurant silencieusement. Le chef cuisinier, un homme costaud connu pour son tempérament colérique, apparut à l'embrasure de la porte et retira son chapeau en signe de respect. « Tu peux manger aussi, » dit Victor, sa propre voix lui paraissant étrange. Léa leva les yeux vers lui un instant. « Il est plus mal en point. » 3 mots simples, chargés de tout un univers de sens. Il est plus mal en point. Une déclaration de quelqu'un qui avait assumé plus de responsabilité que son âge ne le justifiait. Quelqu'un qui avait appris à donner la priorité aux besoins d'un autre avant sa propre faim. Une larme coula sur le visage de Victor, la première depuis les funérailles. Il ne l'essuya pas. Peut-être ne la remarqua-t-il même pas. À la table voisine, un couple âgé se tenait la main, regardant avec des yeux larmoyants. Sophia restait à quelques pas, observant. Son regard perspicace remarqua le changement chez Victor. Ce n'était pas évident, juste une lueur différente dans ses yeux, un léger tremblement dans ses mains fortes, une tension dans ses épaules qui n'était pas là auparavant. Quelque chose arrivait à cet homme qui s'était coupé du monde. Quand Noah parut enfin satisfait, s'appuyant contre la poitrine de sa sœur avec des yeux ensommeillés, Léa commença à manger sa propre portion. Elle mangeait lentement, mâchant soigneusement, comme si elle savourait chaque petite bouchée. Pourtant, ses yeux restaient alertes, scrutant la pièce, revenant toujours à Victor, comme pour évaluer si cette offre pouvait être retirée à tout moment. Le restaurant maintenait un silence respectueux. Personne n'osait parler fort, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. Le pianiste trouva enfin les bonnes notes. Une musique douce, presque une berceuse. Victor regardait les enfants, et quelque chose de dormant s'éveilla en lui. Des souvenirs qu'il avait fait de son mieux pour enfouir. La rangée de petites chaussures dans le placard. Le son des rires résonnant dans la maison. La sensation d'une petite main dans la sienne. « D'où venez-vous » demanda-t-il. Doucement, pour ne pas les surprendre. Léa finit de mâcher avant de répondre. « Dehors » dit-elle vaguement, désignant la fenêtre, l'obscurité au-delà de la chaleureuse lueur du restaurant. « Où sont vos parents » Un bref tremblement parcourut son visage, si rapide qu'il passa presque inaperçu. « Ma maman est malade, au grand hôpital. Et ton père » Jamais connu. Il y avait une simplicité brutale dans ces mots. Pas de drame, pas d'apitoiement sur soi-même. Juste des faits énoncés tels quels. Victor hocha légèrement la tête. « Comment ? Saviez-vous qui j'étais »
Léa but une gorgée de jus avant de répondre. Tout le monde connaît Monsieur Aïe. C'était vrai. Victor Aïe était bien connu dans la ville. L'homme d'affaires prospère qui avait perdu tout ce qui lui était cher par une nuit d'orage, quand un chauffard ivre avait brûlé un feu rouge. L'homme qui avait enterré sa femme et sa fille le même jour et qu'on n'avait plus jamais vu sourire. Pourquoi êtes-vous venu à moi? La question qui importait vraiment. Les grands yeux solennels de Léa restèrent fixés sur les siens. Vous aidez les enfants. Je l'ai vu sur le grand panneau. Vous donnez de l'argent pour aider les enfants. La fondation Aïe, créée après la mort de sa famille, gérée par ses assistants, un moyen de canaliser sa richesse pour une bonne cause pendant qu'il se distançait de tout et de tous. Un devoir qu'il accomplissait sans implication personnelle. Victor sentit un nœud dans sa gorge. L'ironie ne lui échappa pas. Il donnait des millions à des enfants qu'il ne rencontrerait jamais, alors que ces deux-là avaient dû entrer dans un restaurant de luxe juste pour avoir un repas. Sophia s'approcha de nouveau, apportant un petit dessert, un flan à la vanille, avec un coulis de fruits rouges. Elle le plaça devant les enfants avec un doux sourire. J'ai pensé que vous aimeriez goûter ça. C'est notre spécialité. Noah, qui semblait presque endormi, ouvrit les yeux à la vue du dessert coloré. Pour la première fois, Victor vit quelque chose sur le visage du garçon autre que l'épuisement, une lueur de joie enfantine. Léa regarda Sophia avec un mélange de suspicion et de gratitude. Merci, maman. Sophia, corrigea doucement la femme. Je m'appelle Sophia. Pendant un instant, quelque chose comme un sourire passa sur les lèvres de Léa, aussi fugace qu'un reflet de lumière sur un miroir. Pendant que les enfants partageaient le dessert, Léa offrant une fois de plus les premières cuillerées à Noah, Victor et Sophia échangèrent un regard entendu. Puis-je vous parler un instant? Demanda Sophia à voix basse. Victor hésita, regardant les enfants. Juste là-bas? Sophia désigna un endroit près du bar, toujours à portée de vue de la table. Ils iront bien. Victor hocha la tête et suivit Sophia, gardant les enfants en vue. Qu'allez-vous faire d'eux après? Demanda Sophia sans détour, une fois qu'ils furent hors de portée de voix. La question prit Victor au dépourvu. Il n'avait pas pensé au-delà de l'instant immédiat. Je ne sais pas. Sophia étudia son visage un long moment. Vous ne pouvez pas simplement les nourrir et les renvoyer, Victor. Je sais. Et il le savait. Quelque chose avait changé au cours des dernières minutes. Quelque chose qu'il ne pouvait même pas s'expliquer à lui-même. Ces enfants ont besoin d'aide. Une vraie aide, continua Sophia. Regardez-les. Ils sont dénutris, probablement sans abri, leur mère hospitalisée. Si vous appeliez les services sociaux maintenant? Non, interrompit Victor, les surprenant tous. Les deux par la soudaineté et la fermeté de sa voix. Pas encore. Sophia haussa un sourcil, l'évaluant. Alors quoi? Victor regarda de nouveau la table où Léa essuyait doucement le visage de Noah avec une serviette après qu'ils eurent fini le dessert. J'ai besoin de réfléchir. Sophia posa une main sur son bras. Le premier contact humain que Victor recevait. Depuis des mois. Victor, je sais que vous ressentez quelque chose en ce moment. Quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, mais ce sont de vrais enfants avec de vrais besoins, pas des symboles ou des projets. Ces mots frappèrent Victor comme une gifle. Sophia avait raison, bien sûr. Que faisait-il? Que ressentait-il? Il pouvait à peine prendre soin de lui-même depuis un an. Comment pourrait-il? Je vais les aider, dit-il enfin. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. Correctement. Sophia hocha la tête, l'air soulagé. Vous avez mon numéro. Utilisez-le. Quand Victor retourna à la table, Noah dormait sur les genoux de Léa, et la fillette luttait contre sa propre fatigue. Ses yeux lourds s'ouvrirent complètement à son approche. Merci pour la nourriture, dit-elle formellement, comme si elle avait répété la phrase. Victor s'assit, les étudiant tous les deux. Où irez-vous maintenant, Léa? La fillette ajusta son frère dans ses bras, se préparant à se lever. Nous avons un endroit. Le mensonge était transparent. Léa,
dit Victor doucement, d'un ton qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Il fait froid dehors, et ton frère dort. Laisse-moi t'aider. Vraiment. Quelque chose vacilla sur son visage. Peur, espoir, méfiance, tout à la fois. Ils vont nous séparer. Les adultes nous séparent toujours. Victor sentit ces mots comme un coup de poing à l'estomac. La sagesse amère de l'expérience d'un enfant. Je ne laisserai pas cela arriver. Promit-il, pas entièrement sûr de comment il tiendrait cette promesse. Vous pouvez rester avec moi ce soir. J'ai une chambre d'amis. Demain, nous trouverons quoi faire. Léa l'étudia avec des yeux qui semblaient voir plus que ce qui était en surface. Finalement, elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Juste pour ce soir, accepta-t-elle, et nous n'allons pas être séparés. Vous ne le serez pas, l'assura Victor, se levant et lui offrant la main pour l'aider. Alors qu'il quittait le restaurant, Victor portant un Noah endormi, Léa marchant. À ses côtés d'un pas prudent, un silence respectueux les suivit. Le maître d'hôtel, qui avait été si préoccupé par la présence des enfants, tenait maintenant la porte ouverte avec une dignité renouvelée. Les clients regardaient, beaucoup avec les yeux embués de larmes. Sophia observait depuis l'embrasure de la porte. Elle voyait l'homme brisé qui dînait seul chaque soir, partant maintenant avec un but, guidant une petite enfant tout en emportant un autre dans ses bras. Ce n'était pas le salut. Ce n'était pas la rédemption. C'était juste un moment de connexion humaine. Mais pour Victor Haye, en cette nuit froide, c'était le premier pas hors du vide que sa vie était devenue. Victor ferma la porte de sa maison silencieuse et vide. L'écho de ses pas sur le marbre de l'entrée semblait plus fort ce soir, comme si la maison elle-même était surprise de son retour précoce. D'habitude, il errait dans la ville jusque tard, évitant de revenir à l'endroit qui avait été un foyer et n'était plus qu'un lieu où passer les heures sombres. Il posa ses clés sur la console de l'entrée, le son métallique résonnant à travers les murs. Il n'alluma qu'une seule lampe, comme toujours. La pénombre avait été sa compagne constante depuis l'accident. Le manoir Haye était impeccablement propre. Le personnel de ménage venait 3 fois par semaine, mais il y régnait un air d'abandon qu'aucun produit d'entretien ne pouvait masquer. C'était l'abandon d'un lieu qui n'était plus habité, simplement occupé. Victor monta lentement les escaliers, les marches craquant sous ses pieds. Dans le couloir à l'étage, il s'arrêta brièvement devant une porte fermée. Il s'arrêtait toujours là, hésitait toujours, et continuait toujours son chemin sans l'ouvrir. La chambre d'Olivia était restée intacte depuis l'accident, un sanctuaire qu'il n'avait pas le courage de visiter. Dans sa propre chambre, Victor n'alluma pas les lumières. Il enleva sa veste, sa cravate, ses chaussures. Il s'assit sur le bord du lit et regarda la photo sur la table de chevet. Elisa et Olivia, souriantes, un jour de pique-nique, le dernier été qu'ils avaient passé ensemble. « Comment c'est passé ta journée ?» demanda-t-il au silence, un rituel qu'il maintenait bien. Qu'il sut qu'il n'y aurait pas de réponse. Mais cette fois, il avait quelque chose de différent à partager avec le silence. « J'ai rencontré 2 enfants. Aujourd'hui, dit-il doucement, fixant la photo. Ils sont entrés dans le restaurant. La fille portait son jeune frère dans ses bras. Sa voix se brisa en se souvenant des yeux de Léa, si anciens sur un si jeune visage. Ils étaient affamés, Elisa, et seuls. Victor se permettait rarement de ressentir. Après l'accident, la douleur avait été si écrasante qu'il avait appris à exister dans un état d'engourdissement émotionnel. C'était plus sûr ainsi. Mais quelque chose avait fait tomber cette barrière aujourd'hui. L'image de Léa nourrissant son frère avant de manger. Son petit acte de sacrifice avait réveillé un écho d'humanité en lui. Il s'allongea, sans se changer, fixant le plafond. Le sommeil ne viendrait pas facilement, comme d'habitude, mais quand il finit par arriver, il apporta quelque chose que Victor craignait et désirait à parts égales, des rêves. Dans le rêve, il marchait à travers un champ ouvert sous un ciel d'un bleu impossible. L'air avait cette qualité spéciale des rêves, plus vif que la réalité, les couleurs plus éclatantes, les sensations plus aiguës. Au loin, il vit une petite silhouette courir parmi les fleurs sauvages.
Son cœur faillit s'arrêter quand il reconnut la robe jaune, les tresses rebondissant à chaque pas. Olivia. Appelait, la voix étranglée par l'émotion. La fillette s'arrêta et se retourna. Le visage de sa fille, tel qu'il s'en souvenait, comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Ses yeux, identiques à ceux d'Elisa, brillaient d'une joie enfantine. « Papa !» fit-elle en agitant la main, mais elle ne courut pas vers lui. Victor se mit à courir pour la rejoindre, mais la distance entre eux ne diminuait jamais. C'était comme courir sur un tapis roulant qui reculait. Peu importe ses efforts, il ne pouvait pas la rattraper. « Olivia !»« Attends, plaida-t-elle. » Elle sourit, non pas du sourire espiègle dont il se souvenait, mais d'un sourire plus âgé, plus sage que ses années. « Ce n'est rien. Papa, dit-elle, sa voix sonnant claire comme une cloche. Tu n'as pas besoin de me rattraper. Victor s'arrêta, confus. Je ne comprends pas. Tu es resté immobile trop longtemps, continua Olivia. Il est temps d'avancer à nouveau. Je ne peux pas, répondit-il, la douleur dans sa voix palpable même dans le rêve. Pas sans toi, sans vous deux. Olivia pencha la tête, étudiant son père avec une expression qui mêlait compassion et détermination. Une expression qui, Victor le réalisa avec un sursaut, ressemblait beaucoup à celle de Léa dans le restaurant. Certaines personnes ont besoin de toi maintenant, dit-elle simplement. Tout comme j'ai eu besoin de toi. Autrefois. Avant que Victor ne puisse répondre, il se réveilla en sursaut. La pièce était sombre et silencieuse. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h27. Son visage était mouillé de larmes, les premières qu'il versait depuis des mois. C'était la première fois qu'il rêvait d'Olivia depuis l'accident, la première fois qu'il entendait sa voix, même si ce n'était qu'en rêve. Victor s'assit dans son lit, le cœur battant encore la chamade. La sensation du rêve persistait. Pas seulement l'image d'Olivia, mais ses mots, certaines personnes ont besoin de toi maintenant. Il se leva, alla à la fenêtre et écarta le rideau. La ville dormait sous un ciel nuageux, avec quelques lumières qui brillaient encore ici et là. Quelle part. Dehors, deux petits enfants tremblaient probablement de froid. Quand le premier rayon de soleil perça les nuages, Victor était déjà habillé. Il avait passé les heures restantes de la nuit à penser, à se souvenir, à ressentir. Pour la première fois depuis un an, s'autorisant à ressentir pleinement. Il décrocha le téléphone et composa un numéro. Sophia, c'est Victor. Désolé d'appeler si tôt. La voix ensommeillée de Sophia parvint de l'autre bout du fil. Victor ? Il s'est passé quelque chose ? J'ai besoin de ton aide, dit-il simplement. Aide-moi à retrouver cette fille. Il y eut un moment de silence. Puis Sophia répondit. Fermement, je serai au restaurant dans 20 minutes. Le lumière était vide à cette heure, les chaises encore renversées sur les tables. Sophia attendait à l'entrée, portant un épais manteau contre la fraîcheur matinale. Ses yeux étudièrent le visage de Victor à son approche. Tu as l'air différent. Remarqua-t-elle. Victor ne répondit pas directement. As-tu une idée d'où il pourrait être ? Sophia hocha la tête. J'ai quelques pistes. Les enfants dans cette situation ont tendance à rester près des endroits où ils peuvent trouver de la nourriture ou un abri temporaire. Il y a un refuge à quelques pâtés de maison, mais... Elle hésita. Mais quoi ? Il sépare les frères et sœurs par âge. Et par sexe. La fille a mentionné qu'elle ne veut pas être séparée de son frère. Victor sentit un frisson. Il est plus mal en point. Les mots de Léa résonnèrent dans son esprit. Ou d'autres ? Demanda-t-il. Il y a un parc près du marché public. Certains sans-abri restent dans le coin. Et aussi, Sophia se mordit la lèvre, hésitante. Dis-moi, le quartier commerçant a des magasins avec des auvents profonds. Ils offrent un peu d'abri contre la pluie et le vent. Victor hocha la tête. Commençons par le parc, puis les auvents. Sophia posa sa main sur son bras, l'arrêtant. Victor, qu'as-tu l'intention de faire quand tu les trouveras ? La question le prit au dépourvu, bien qu'elle fût évidente. Quel était son plan, réellement ? Il n'en avait pas formé de concret. Il savait seulement qu'il devait les trouver.
Je ne suis pas tout à fait sûr. Admile, mais je ne peux pas les laisser dans la rue. Le parc était presque vide, à l'exception de quelques travailleurs matinaux qui passaient. Aucun signe. Des enfants. Victor sentit son anxiété grandir à chaque minute qui passait. « Et si quelqu'un les avait trouvés avant nous ?» demanda-t-il alors qu'il retournait à la voiture. « Et s'ils avaient été emmenés dans un refuge pendant la nuit ?» « On continue de chercher, » répondit Sophia, son calme apaisant. L'agitation croissante de Victor. Le quartier commerçant commençait à s'animer. Les employés des magasins levaient leurs rideaux métalliques. Les balayeurs nettoyaient les trottoirs. Sophia et Victor marchaient lentement, vérifiant chaque recoin abrité où deux petits enfants auraient pu se cacher. Sophia les repéra la première. « Là-bas, dit-elle à voix basse, désignant un grand magasin encore fermé pour la matinée. Son auvent profond créait un petit espace à l'abri du vent. Le cœur de Victor battait la chamadan, voyant la minuscule silhouette dans le coin le plus éloigné de l'entrée. Il aurait été facile de passer à côté sans la remarquer, juste une forme sombre facilement confondue avec des sacs poubelles ou des cartons abandonnés. Ils s'approchèrent doucement pour ne pas les effrayer. La scène qu'ils découvrirent brisa ce qui restait du cœur de Victor. Léa et Noah dormaient, blottis sous une mince couverture usée. La fillette était à l'extérieur, son petit corps courbé de manière protectrice autour de son frère. Un sac à dos usé leur servait d'oreiller à tous les deux. Même dans son sommeil, le visage de Léa gardait une expression vigilante, comme si une partie d'elle restait sur ses gardes. Victor s'accroupit lentement devant eux. Le léger mouvement suffit à réveiller Léa, dont les yeux s'ouvrirent instantanément, alerte et prêt à défendre son frère. La reconnaissance vint une seconde plus tard. « Monsieur !» « Aïe !» murmura-t-elle, la voix rauque de sommeil et de froid. « Bonjour Léa !» répondit doucement Victor. « Nous vous cherchions. » La fillette se redressa, automatiquement, ajustant la couverture autour de son frère toujours endormi. Ses yeux passèrent de Victor à Sophia, évaluant la situation avec une prudence qui dépassait son âge. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. La question frappa Victor comme un coup. Pourquoi, en effet? Pourquoi un homme qui s'était isolé du monde pendant un an se souciait-il soudain du sort de deux enfants qu'il connaissait à peine? Parce que personne ne devrait dormir comme ça, répondit-il, désignant l'auvent, la mince couverture, le sol froid, surtout des enfants. Léa ne parut pas convaincue. Ses yeux restèrent méfiants. « Où est votre mère ?» demanda Victor, essayant une autre approche. Un éclair de douleur traversa le visage de la fillette. « Elle est tombée malade. L'ambulance l'a emmenée. Elle n'est jamais revenue. » La simplicité brutale de cette déclaration fit émettre à Sophia un son doux, quelque part entre un soupir et un sanglot. Étouffé. « Depuis combien de temps ?» demanda Victor doucement. Léa haussa les épaules. « Beaucoup de jours. J'ai perdu le compte. » Noah commença à s'agiter sous la couverture, marmonnant dans son sommeil. Léa se concentra instantanément sur lui, ajustant la couverture et murmurant des mots rassurants. Victor échangea un regard avec Sophia. Une décision se prenait à cet instant. Sans mots. Léa, dit-il, se rapprochant à genoux pour être à son niveau. Nous aimerions vous aider. Comment? La méfiance dans sa voix était palpable. D'abord, en vous offrant un endroit chaud où rester, de la nourriture, un vrai lit. Les yeux de Léa se rétrécirent. Et ensuite, vous appellerez les gens qui sait parler. Frères et sœurs. Victor sentit son cœur se serrer à ces mots, son expérience ou sa peur parlant à travers la voix d'une petite enfant. Non, promit-il. Je ne laisserai personne vous séparer. Comment puis-je vous faire confiance? Demanda Léa, parlant doucement pour ne pas réveiller Noah. Victor marqua une pause, réfléchissant. Comment, en effet, pouvait-elle lui faire confiance? Un étranger qui apparaissait soudainement, offrant de l'aide. Tu ne peux pas, finalement. Pas encore. Mais je te demande de me donner une chance de prouver que je mérite ta confiance. Léa considéra ces mots, son petit visage trop sérieux pour son âge.
Elle regarda son frère endormi, puis le ciel qui menaçait de pleuvoir. « On pourra rester ensemble ?» demanda-t-elle. Et il y avait quelque chose de si vulnérable dans sa voix que Victor sentit ses yeux piquer. « Toujours, répondit-il. Et à cet instant, il réalisa que c'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Quoi qu'il en coûte. Quelque chose sur le visage de Léa se détendit. Pas complètement, mais suffisamment. Elle hocha la tête une fois. « Je vais réveiller Noah, dit-elle, se préparant déjà à le faire. Sophia s'avança. « Laissez-moi prendre vos affaires. » Il n'y avait que le sac à dos usé et la couverture. Sophia les rassembla pendant que Victor regardait Léa réveiller doucement son frère, expliquant à voix basse qu'ils allaient quelque part au chaud. Noah ouvrit les yeux, confus au début, puis sourit en reconnaissant Victor. « L'homme de la nourriture, marmonna-t-il d'une voix ensommeillée, faisant sourire Victor pour la première fois depuis longtemps. « Oui, c'est moi. Voudrais-tu prendre le petit déjeuner avec moi et Sophia ?» Noah hocha la tête avec enthousiasme, maintenant plus éveillé. Léa l'aida à se lever, lissant ses vêtements froissés avec des gestes maternels qui étaient à la fois touchants et profondément inappropriés pour quelqu'un de si jeune. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture de Victor, Noah, maintenant complètement éveillé, bavardant à propos de crêpes, Léa toujours prudente et alerte, Sophia se pencha et murmura « Tu es sûr de ça ?» Victor regarda les enfants un instant. « Je le suis. » Dans la voiture, Noah s'endormit de nouveau, bercé par la chaleur et le mouvement. Léa resta alerte, regardant par la fenêtre, jetant occasionnellement un coup d'œil à Victor et Sophia sur le siège avant. « On s'arrête pour le petit déjeuner ?» demanda Sophia. Victor regarda dans le rétroviseur et croisa les yeux. Fatigué de Léa. « Qu'en penses-tu, Léa ? Tu veux prendre le petit déjeuner dans un café ou aller directement chez moi ?» Le mot maison flottait dans l'air, chargé de sens. Ce n'était pas juste un endroit où rester. C'était un foyer qui était offert. Léa regarda son frère endormi. « Je pense qu'il a d'abord besoin de se reposer. » « Alors rentrons à la maison, » décida Victor, changeant de cap. « Sophia, pourriez-vous appeler le docteur Mills ? J'aimerais qu'il examine les enfants. Dès que possible. » Sophia hocha la tête, sortant son téléphone. Alors qu'il traversait la ville qui s'éveillait, Victor sentit quelque chose s'agiter en lui aussi. Un but, une direction. La voix d'Olivia dans son rêve résonnait dans son esprit. « Certaines personnes ont besoin de toi maintenant, tout comme j'ai eu besoin de toi autrefois. » Le vide qu'il avait occupé si longtemps commençait à être rempli par quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Mais peut-être était-ce l'espoir. Et pour la première fois depuis cela semblait suffisant. Le portail automatique du manoir High s'ouvrit avec un léger ronronnement. Victor conduisit lentement le long de l'allée de pierre. Polly, observant dans le rétroviseur les réactions des enfants. Réveillé et regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés. Léa gardait son expression habituellement réservée, bien que Victor remarqua un éclair de surprise lorsque la maison principale apparut pleinement en vue. Le manoir High était un imposant bâtiment de 2 étages avec de grandes fenêtres et une façade classique. Le jardin, méticuleusement entretenu par un service hebdomadaire, présentait des parterres de fleurs géométriques et des arbres soigneusement taillés. Tout était impeccable. Tout était sans vie. « C'est ici que tu vis ?» demanda Noah, sa petite voix mêlant admiration et intimidation. « Oui », répondit simplement Victor, se garant dans l'allée circulaire. « Seul ?» La question basse de Léa rompit le silence. Victor hésita. « Oui, seul. » Lorsqu'il coupa le moteur, un silence déconcertant enveloppa la voiture, comme si tous réalisaient la gravité de la scène. Un étranger bien habillé amenant 2 enfants, abandonnés dans son manoir vide. L'absurdité de la situation n'échappa pas à Victor. « Entrons, » dit-il finalement, ouvrant sa portière. Il commence à faire froid dehors. L'intérieur était encore plus impressionnant. Un grand hall d'entrée avec un sol en marbre et un escalier majestueux. Chaque détail parlait de richesse, de sophistication, de bon goût et de solitude.
Léa serra la main de Noah alors. Qu'ils regardaient autour d'eux, se sentant clairement comme des intrus dans un musée après les heures de fermeture. « Vous pouvez laisser vos chaussures ici ?» indiqua Victor, espérant apaiser la tension. Noah obtempéra rapidement, retirant avec empressement ses baskets en lambeaux. Léa hésita, mais finit par retirer les siennes aussi, révélant des chaussettes usées avec un petit trou à l'orteil. Victor essaya de ne pas fixer ce détail révélateur. « Allons d'abord à la cuisine. » suggéra-t-il. « Vous deux devez avoir faim. » La cuisine était spacieuse, avec des comptoirs en granit, des armoires en bois sombre et des appareils électroménagers en acier inoxydable. Victor fut également frappé par son aspect ridiculement formel pour deux petits enfants. Tout était adulte, pratique, dépourvu de couleur. « Asseyez-vous, fit-il en désignant les hauts tabourets autour de l'îlot central. Noah essaya de grimper sur un tabouret et échoua. Instinctivement, Victor se déplaça pour l'aider, mais Léa était déjà là, soulevant son frère avec une aisance exercée. « Qu'aimeriez-vous manger ?» demanda Victor, ouvrant le réfrigérateur pour voir ce qu'il avait. Son contenu n'était guère inspirant. Quelques fruits, du lait, des œufs, des légumes de base. Le garde-manger n'était guère mieux. « N'importe quoi, répondit Léa. La phrase sonnait comme apprise par cœur, comme si elle avait été utilisée de nombreuses fois auparavant. Victor sentit un pincement au cœur. Une enfant qui avait appris à ne pas être difficile parce qu'il y avait rarement le choix. « Que diriez-vous d'œufs brouillés et de toast ?» suggéra-t-il. « Et peut-être un peu de jus. » Noah hocha la tête avec empressement. Léa fit juste un seul signe de tête. Pendant que Victor préparait ce simple petit déjeuner, il se sentit étrangement mal à l'aise. Depuis combien de temps n'avait-il pas cuisiné? Pour quelqu'un d'autre que lui-même? Depuis l'accident, ses repas à la maison avaient été purement fonctionnels, quand il n'était pas sauté entièrement. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Excusez-moi, dit-il en répondant. « Allô? Sophia? Le docteur Chen sera là dans 1 heure, l'informa Sophia. J'ai dû lui donner un bref aperçu de la situation. J'espère que ça ne te dérange pas. Pas du tout, merci. Comment vont les enfants? Victor leur jeta un coup d'œil. Noah explorait activement le comptoir avec des doigts curieux, tandis que Léa observait chacun des mouvements de Victor avec des yeux attentifs. Il s'adapte. Je suis sur le point de leur donner à manger. Super. Je suis au marché en train de prendre quelques produits de première nécessité. Je serai là bientôt. Victor la remercia et raccrocha. Retournant à la cuisinière, il finit les œufs et les servit dans 2 assiettes, ajoutant des toasts avant de tout placer devant les enfants. Servez-vous, dit-il, entendant à quel point il sonnait formel. Puis, plus doucement, mangez autant que vous voulez. Noah commença à dévorer la nourriture immédiatement, mais Léa attendit que Victor se soit écarté avant de commencer à manger. Ses mouvements étaient retenus, comme si elle craignait que la nourriture ne lui soit retirée à tout moment. Victor observait en silence, luttant contre une vague d'émotions à laquelle il n'était pas préparé. Il y avait quelque chose de profondément anormal chez des enfants qui mangeaient avec cette sorte de retenue anxieuse. Quelque chose qui pointait vers un échec au-delà de leur situation individuelle, un échec sociétal, un échec collectif, un échec auquel lui, avec toute sa richesse et son influence, avait été commodément aveugle. Quand ils eurent fini, Noah avait un peu de faux quoi de la bouche. Léa l'essuya automatiquement avec une serviette, un geste maternel qui semblait à la fois touchant et troublant de naturel pour quelqu'un de son âge. « Cette maison est vraiment grande, » dit Victor, brisant le silence. « Je vais vous montrer où vous pouvez rester. » À l'étage, Victor les conduisit le long du large couloir au tapis moelleux. Il passa délibérément rapidement devant la porte qui restait toujours fermée, la chambre d'Olivia, et ouvrit la porte d'une des chambres d'amis. « Vous pouvez rester ici pour l'instant. » La chambre était spacieuse, avec un lit king size, des meubles élégants et une salle de bain privée. Ses couleurs étaient neutres. Beige, blanc, bleu clair. Il n'y avait rien de particulièrement enfantin dans cet espace. « C'est vraiment grand. »
commenta Léa, semblant légèrement intimidée. Victor n'y avait pas pensé. Bien sûr, ce serait énorme pour des enfants habitués à de petits espaces exigus. Vous vous y habituerez, dit-il, ne sachant quoi dire. Do. La salle de bain est là-bas. Il y a des serviettes propres, du savon, du dentifrice, tout ce dont vous avez besoin. Léa hocha la tête, absorbant l'information. Le docteur Chen viendra dans environ 1 heure pour vous examiner, ajouta Victor. C'est un médecin? Les yeux de Léa s'aiguisèrent immédiatement. Pourquoi? Juste pour s'assurer que vous allez bien tous les deux. Il hésita, après avoir été dans la rue pendant un certain temps. Elle ne parut pas convaincue, mais elle ne discuta pas. En attendant, vous pouvez prendre un bain. Et vous reposer un peu. Victor lui montra comment fonctionnait la douche, ajustant la température de l'eau, indiquant les articles de toilette. Léa observait attentivement, mémorisant chaque étape. Je vous laisse, dit-il finalement. Je serai en bas si vous avez besoin de quelque chose. En quittant la pièce, Victor réalisa qu'il retenait son souffle. Tout dans la situation semblait intensément gênant, la formalité avec laquelle il parlait aux enfants, l'étrangeté d'avoir d'autres personnes dans sa maison, le sentiment d'inadéquation. Il descendit et s'assit dans le salon, une pièce qu'il utilisait rarement. Les meubles élégants, les œuvres d'art au mur, les objets décoratifs soigneusement sélectionnés. Tout semblait maintenant douloureusement inutile. 1 demi-heure plus tard, il entendit de légers bruits de pas dans l'escalier. Léa descendait, tenant soigneusement la main de Noah. Tous deux avaient les cheveux mouillés et portaient les mêmes vêtements qu'auparavant, mais il était visiblement plus propre. Vous vous sentez mieux après le bain? Demanda Victor. En se levant. Noah sourit, hochant la tête avec enthousiasme. La baignoire immense. Victor réalisa qu'il souriait en retour, un mouvement presque oublié de ses muscles faciaux. Le shampoing sent bon, ajouta Léa, presque timidement. Ses cheveux, maintenant propres, paraissaient d'une nuance plus claire que ce que Victor avait initialement pensé. La sonnette retentit avant que Victor ne puisse répondre. Noah sursauta instinctivement, se pressant contre sa sœur. Ce doit être Sophia ou le docteur, expliqua Victor en se dirigeant vers la porte. C'était Sophia, portant plusieurs sacs de course. Derrière elle se tenait une femme asiatique d'une 40aine d'années, avec une mallette médicale. Dr Chen, supposa Victor. J'ai apporté les bases, dit Sophia en entrant. De la nourriture, quelques vêtements qui pourraient aller, des brosses à dents pour enfants. Elle s'interrompit, en remarquant les enfants dans le salon. Bonjour vous deux. Léa hocha la tête. Poliment. Noah se cacha partiellement derrière elle. Le docteur Chen s'avança, un sourire calme sur le visage. Tu dois être Léa? Et voici Noah, c'est exact? Léa hocha de nouveau la tête, plus méfiante maintenant. Je suis le docteur Chen. J'aimerais vous examiner tous les deux, si ça vous va. Pourquoi? Demanda Léa une fois de plus, la même question qu'elle avait posée à Victor. Le médecin ne se laissa pas intimider par la méfiance. Pour s'assurer que vous êtes en bonne santé et pour voir si vous avez besoin de médicaments ou de vitamines. Léa semblait toujours peu convaincue, mais regarda Victor comme pour chercher une confirmation. C'est bon, l'assura-t-il. Le docteur Chen veut juste aider. Pour nous, utilisez votre bureau? Demanda le médecin à Victor. Il hocha la tête, les guidant à travers la maison. Son bureau, une autre pièce rarement utilisée, était bien éclairé avec un canapé confortable pour les enfants. Je resterai dehors, dit-il, sentant que sa présence pourrait mettre les enfants mal à l'aise pendant l'examen. Dans le couloir, il trouva Sophia en train d'organiser les courses dans la cuisine. Tu as pensé à tout, commenta-t-il en jetant un coup d'œil au contenu des sacs. Il y avait des aliments simples mais nutritifs, quelques vêtements de base pour enfants, des articles de toilette pour enfants, et même quelques jouets et livres modestes. J'ai essayé d'imaginer ce dont ils auraient besoin immédiatement, répondit Sophia. Je n'étais pas sur des tailles, alors j'ai pris un peu plus grand. Ils pourront grandir dedans. La phrase « ils pourront grandir » portait une implication que Victor ne manqua pas
Sa suggestion de permanence, de continuité. Sophia, commença-t-il, incertain de ce qu'il fallait dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer, interrompit-elle doucement. J'ai vu ton visage hier soir au restaurant. C'était comme regarder quelqu'un se réveiller d'un sommeil profond. Victor ne dit rien. Il ne pouvait pas le nier. Quelque chose avait changé en lui. Depuis le moment où Léa était apparue à sa table. 1 heure plus tard, le docteur Chen sortit du bureau, fermant doucement la porte. Derrière elle. Comment vont-ils? Demanda immédiatement Victor. Le médecin soupira. Physiquement, pas aussi mal que je le craignais, mais pas aussi bien qu'il devrait l'être. Malnutrition modérée chez les deux. Anémie légère. Leur peau est sèche, probablement à cause de l'exposition et d'une mauvaise nutrition. Léa a quelques callosités aux mains, indiquant un travail physique, probablement. En s'occupant de son frère. Noah a un léger retard de développement moteur, mais rien qu'une bonne nutrition et une stimulation adéquate ne puissent corriger. Victor absorba l'information, ressentant à la fois le soulagement que ce ne soit pas pire et la colère que ce soit déjà assez grave. Que devons-nous faire? Des repas nutritifs réguliers, beaucoup de légumes, de fruits, de protéines. Je vais prescrire des vitamines. Une activité physique modérée. Et une routine. Les enfants ont besoin de routine plus que tout. Le médecin croisa le regard de Victor. Ils ont aussi besoin de stabilité émotionnelle, monsieur Hai. Ils sont assez secoués par leur récent abandon. Ils n'ont pas été abandonnés, corrigea automatiquement Victor. Leur mère est à l'hôpital. Oui, Léa me l'a dit. Néanmoins, leur perception est celle d'un abandon, surtout pour Noah. Léa a endossé un rôle de soignante, ce qui est préoccupant pour quelqu'un de si jeune. Elle a besoin de la permission d'être à nouveau une enfant. Victor hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Et la situation légale, demanda-t-il à voix basse. Le docteur Chen échangea un regard avec Sophia. Techniquement, vous devriez avertir les services sociaux. Immédiatement, oui. Elle hésita. Mais, l'incita Victor. Je connais le système. S'ils sont pris en charge maintenant, ils seront séparés, placés dans différents foyers d'accueil. Ce serait, elle choisit ses mots avec soin, contre-productif pour leur rétablissement. Que suggérez-vous? Que vous vous occupiez d'eux pour le moment. Nous pouvons essayer de localiser la mère en attendant. Si elle est capable de les reprendre, très bien. Sinon, le médecin laissa la phrase en suspens. Victor regarda à travers la porte du bureau, qui était légèrement entr'ouverte. Léa était assise sur le canapé, feuilletant un livre que le médecin lui avait probablement montré. Noah était par terre, jouant avec un stéthoscope jouet que le docteur Chen avait dû lui donner. Pendant un instant, il ressemblait à des enfants normaux, un jour normal. Je m'occuperai d'eux, dit-il finalement. Aussi longtemps que nécessaire. Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine au manoir Hai. Victor apprit à adapter sa vie à la présence des enfants. De petits changements au début. Repas réguliers, heure du coucher fixe, espace pour jouer, qui se transformèrent progressivement en une réorganisation complète de son existence. Sophia passait presque quotidiennement, apportant des articles dont elle se souvenait qu'il aurait besoin, offrant des conseils, aidant pour les questions pratiques. Elle acheta plus de vêtements pour les enfants, des jouets adaptés à leur âge, des livres colorés. Le manoir, autrefois si silencieux, commença à se remplir de nouveaux sons. Les rires occasionnels de Noah, qui devinrent plus fréquents à mesure qu'il se sentait plus en sécurité. Les questions curieuses de Léa sur les objets de la maison. Le martèlement de petits pieds courants dans le couloir. Léa resta vigilante, mais commença progressivement à se détendre. Lorsqu'elle réalisa que les repas étaient réguliers et garantis, elle cessa de cacher de la nourriture dans ses poches pour Noah. Lorsqu'elle comprit qu'elle pouvait prendre un bain tous les jours, elle commença à apprécier le rituel. Et lorsqu'elle vit que Victor n'avait vraiment pas l'intention de les séparer, elle permit à Noah de s'aventurer un peu plus loin d'elle. Noah s'épanouit plus rapidement. Après quelques semaines de bonne nutrition, ses joues s'arrondirent. Ses yeux
devinrent plus brillants. Il découvrit le jardin et y passa des heures à explorer, sous l'œil attentif de Léa ou de Victor. Il commença à parler davantage. Des mots et des phrases émergeant comme des fleurs après la pluie. Victor se surprit à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Il apprit à faire des macaronis au fromage, le plat préféré de Noah. Il découvrit comment tresser les cheveux de Léa après avoir regardé un tutoriel en ligne. Il improvisa une soirée pyjama dans le salon, avec des couvertures et des coussins. La transformation la plus subtile fut la sienne. Victor, qui avait passé un an à éviter la vie, se retrouva forcé de s'engager à nouveau. Les enfants exigeaient sa présence, son attention et son énergie. Et, étonnamment, il avait tout cela à donner. Un soir, alors qu'il ramassait les jouets éparpillés dans le salon après que les enfants se soient couchés, Victor réalisa qu'il n'avait pas pensé à l'accident depuis plusieurs jours. La prise de conscience le frappa durement. Non, pas qu'il ait oublié Elisa et Olivia, il ne les oublierait jamais. Mais la douleur était devenue quelque chose de différent. Quelque chose qui coexistait avec des moments, non pas de bonheur à proprement parler, mais peut-être de sens. À l'étage, il pouvait entendre les voix douces des enfants, Noah demandant une histoire, Léa racontant patiemment quelque chose qu'elle avait inventé. Des sons qui avaient leur place dans un foyer, pas dans un mausolée. Victor s'arrêta devant cette porte toujours fermée. La chambre d'Olivia. Sa main flotta au-dessus de la poignée, comme toujours, mais cette fois, au lieu d'hésiter et de passer son chemin, il tourna la poignée et ouvrit la porte. La pièce était exactement comme il l'avait laissée. Le lit toujours fait avec une couverture à pois rose, les étagères remplies de livres colorés et de poupées. Des photos au mur, le petit autocollant en forme d'étoile au plafond qui brillait dans le noir. Victor entra, sentant le poids familier du chagrin, mais aussi autre chose, une sorte de paix. Il s'assit sur le petit lit, l'odeur d'Olivia disparut depuis longtemps, remplacée par l'odeur neutre d'une pièce fermée. « Vous me manquez » murmura-t-il à l'espace vide. « Vous me manquerez. Toujours. » Mais pour la première fois depuis un an, ce n'était pas seulement la douleur qu'il ressentait, c'était de la gratitude. Gratitude pour les années qu'ils avaient passées ensemble. Gratitude pour les souvenirs. Et, étrangement, gratitude pour la rencontre fortuite qui avait amené deux enfants dans le besoin à sa table aux lumières. Deux enfants qui, sans le vouloir, lui apprenaient à vivre. À nouveau, Victor se leva et quitta la pièce, laissant la porte ouverte derrière lui. Peut-être était-il temps de laisser entrer un peu d'air frais. La cuisine du manoir y embaumait l'arôme d'une soupe de légumes consistante. Victor, manches retroussées et portant un tablier que Sophia avait insisté pour qu'il achète, remuait soigneusement le bouillon tout en consultant la liste de recommandations laissées par le docteur Chen. Légumes feuilles tous les jours. Protéines maigres à chaque repas, une variété de fruits, suppléments de fer et de vitamines, marmonna-t-il pour lui-même, vérifiant s'il suivait chaque directive. À la table de la cuisine, Noah était occupé avec son nouveau cahier de coloriage. En attendant le déjeuner. 3 semaines s'étaient écoulées et le changement était visible. Ses joues autrefois creuses avaient maintenant une teinte saine, et ses jambes, jadis frêles, étaient plus fortes lorsqu'il courait dans le jardin. « C'est bientôt prêt ?» demanda Léa en entrant dans la cuisine. Elle portait le flacon de vitamines qu'elle devait prendre avant les repas. « Encore 5 minutes, répondit Victor, observant la fillette attraper proprement un verre d'eau et avaler les 2 gélules colorées sans se plaindre. La routine médicamenteuse était devenue partie intégrante de leur journée. Au début, Léa avait résisté, méfiante envers toutes sortes de médicaments. Maintenant, après que le docteur Chen eut patiemment expliqué l'importance de chaque supplément, elle les prenait sans discuter. Rappelant même à Victor quand c'était l'heure de la dose de Noah. « Je me suis souvenu qu'on doit aller à la pharmacie aujourd'hui, » dit Victor en servant la soupe dans des bols. « On manque de tonique pour Noah. » Léa hocha la tête sérieusement. « On a aussi besoin de plus de crème solaire. » Le docteur Chen a dit que notre peau est encore sensible. Victor sourit intérieurement. La fillette avait mémorisé chaque instruction médicale, prenant la responsabilité de son
Propre rétablissement et de celui de son frère avec une détermination admirable. Ils s'assirent à table, Victor s'assurant que chaque bol contenait le bon équilibre de légumes et de protéines. Les repas étaient maintenant calculés avec précision. Chaque nutriment comptait dans la lutte contre leur malnutrition antérieure. Mange. Lentement, rappela Léa à Noah, qui avait pris l'habitude d'engloutir ça. Nourriture. Un réflexe des jours où il ne savait jamais quand viendrait le prochain repas. C'est délicieux, dit Noah entre deux cuillerées, un cercle de soupe se formant déjà autour de sa bouche. Victor observa comment tous deux mangeaient maintenant plus calmement. Les premières semaines, cela avait été une lutte. Léa cachant de la nourriture dans ses poches pour plus tard, Noah paniquant lorsque l'assiette se vidait, craignant qu'il n'y en ait plus. Le docteur Chen avait expliqué, c'est un traumatisme alimentaire. Il faut du temps pour que le corps et l'esprit croient qu'il y aura toujours un autre repas. Après la soupe, Victor servit des fruits frais coupés et du yaourt enrichi en probiotiques, un autre élément du plan exhaustif du docteur Chen. Le programme nutritionnel était méticuleux, conçu spécifiquement pour les enfants se remettant de la malnutrition. « Je peux jouer dans le jardin après ?» demanda Noah, léchant sa cuillère propre de yaourt. « Bien sûr, mais seulement après être un peu reposé, » lui rappela Victor. « Tu te souviens de ce que le docteur Chen a dit à propos de ne pas trop t'épuiser ?» Noah fit la grimace mais hocha la tête. Le repos postprandial était une autre règle établie par le médecin pour permettre au corps de se concentrer sur la digestion et d'absorber les nutriments, plutôt que de dépenser de l'énergie en activité physique. Pendant que les enfants finissaient de déjeuner, Victor vérifia l'horaire affiché sur le réfrigérateur. Demain, c'était le jour de la pesée et des mesures 1. Rituel hebdomadaire pour suivre leur progrès. À côté se trouvait une liste d'analyse de sang à répéter à la fin du mois. Le bain de soleil est à 15 heures. Aujourd'hui ? Demanda Léa, montrant qu'elle prêtait également attention à l'horaire. C'est exact, confirma Victor. 20 minutes avec de la crème solaire. L'exposition contrôlée au soleil faisait partie du traitement de leur faible niveau de vitamine D, des carences courantes chez les enfants dénutris, avait expliqué le docteur Chen, en particulier ceux sans abri adéquat. Après le repas, Noah s'allongea sur le canapé du salon pour son repos obligatoire, tandis que Léa aidait Victor à organiser les médicaments de l'après-midi. Le docteur Chen a dit que nous nous améliorions vite, remarqua la fillette en séparant les flacons. Oui. Elle était très satisfaite lors du dernier contrôle, répondit Victor, rappelant le regard approbateur du médecin en voyant leur poids et leur taille augmenter. Quand arrêterons-nous de prendre autant de médicaments ? Demanda Léa. Un rare moment d'impatience transparaissant sous son attitude habituellement composée. Victor sourit avec compréhension. Quand vos corps auront complètement récupéré ce qu'ils ont perdu. Le docteur Chen a dit que cela pourrait prendre encore quelques mois. Mais nous sommes sur la bonne voie. Léa sembla accepter cette réponse, reportant son attention sur les vitamines. Victor remarqua comment ses bras, autrefois si minces qu'ils en étaient alarmants, paraissaient maintenant plus sains. Les égratignures sur ses genoux et ses coudes, marque de nuit passée sur un sol dur, étaient presque guéries grâce à la pommade spéciale qu'ils appliquaient religieusement. Dans le salon, Noah s'était endormi, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme paisible de sa respiration. Les cernes sous ses yeux, si prononcées à leur arrivée, avaient presque disparu. Son sommeil, autrefois agité et hanté par de fréquents réveils, était maintenant profond et réparateur. Victor le couvrit d'une couverture légère et retourna à la cuisine où Léa était assise à table, dessinant dans son nouveau carnet à croquis. Il observa comment ses doigts, autrefois tremblants de faiblesse lorsqu'elle tenait un crayon, se déplaçaient maintenant avec une assurance croissante sur la page. « Que dessines-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Notre routine » répondit Léa, lui, montrant un calendrier à code couleur avec des symboles représentant leurs différents médicaments et activités quotidiennes. Victor sentit une vague d'émotion. La fillette avait transformé un régime médical strict en quelque chose de créatif, un moyen de prendre le contrôle de son propre processus de guérison. « C'est incroyable » dit-il sincèrement. «
La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Sophia. Comme toujours, elle arriva chargée de sacs, cette fois remplis de compléments nutritionnels, de livres sur l'alimentation saine pour enfants et de quelques nouveaux vêtements dans des tailles plus grandes pour s'adapter à la croissance qui commençait à se manifester. « Comment vont mes patients préférés ?» demanda Sophia en entrant dans la cuisine. « Ils vont de mieux en mieux, répondit Victor, sincèrement heureux de le dire. Et c'était vrai. Jour après jour, repas après repas, médicament après médicament, les enfants reconquéraient non seulement leur santé physique, mais quelque chose de plus profond, l'assurance que leurs besoins fondamentaux seraient satisfaits. Qu'une autre assiette serait toujours sur la table. Et Victor, sans s'en rendre compte, guérissait aussi, trouvant un but dans les petits gestes de soins qui remplissaient désormais ses journées. La maison, autrefois silencieuse comme un tombeau, pulsait maintenant des bruits de la vie, le minuteur des médicaments sonnant, l'eau coulant pour des bains chauds, les pages se tournant dans des livres sur la nutrition infantile, 2 petits cœurs battant plus fort chaque jour. Une pluie fine tombait sur les fenêtres du manoir Aïe. C'était un dimanche après-midi. Tranquille, le genre de temps qui invite au cocooning. Victor était dans le salon, révisant quelques documents de la fondation, tandis que Noah jouait avec un jeu de cubes colorés sur le tapis. Léa était assise à la table basse, feuilletant un magazine que Sophia avait laissé lors de sa dernière visite. Le silence confortable n'était interrompu que par le bruit des cubes qui s'entrechoquaient et le froissement occasionnel des pages tournées. Victor leva les yeux de ses papiers, observa les enfants. Près de 2 mois s'étaient écoulés, et la transformation était remarquable. Noah était plus bavard, avec des mouvements plus coordonnés. Un visage plus plat. Léa gardait toujours sa réserve, mais elle pouvait maintenant se détendre pendant de plus longues périodes, s'autorisant des moments de distraction enfantine. Victor surprit un de ces moments. Léa avait cessé de feuilleter le magazine et se concentrait sur une serviette en papier. Elle dessinait avec la pointe d'un crayon, comme si elle tentait de copier quelque chose de la page. Curieux, Victor s'approcha doucement et regarda par-dessus son épaule, son cœur se serrant en réalisant ce qu'elle faisait. Le magazine présentait une publicité avec de grandes lettres colorées. Sur la serviette, Léa essayait d'en reproduire quelques-unes. Des lignes inégales ressemblant vaguement aux formes imprimées. « Tu aimes les lettres ?» demanda Victor doucement, ne voulant pas la surprendre. Léa se retourna vivement, comme surprise en train de faire quelque chose de mal. Ses mains couvrirent instinctivement la serviette. « Je dessinais juste, » répondit-elle. Une légère rougeur colora ses joues. Victor s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Voudrais-tu apprendre à écrire ton nom ?» demanda-t-il, nonchalamment, masquant le poids de sa question. Les yeux de Léa s'écarquillèrent légèrement. Elle regarda la serviette, puis Victor, comme si elle pesait sa sincérité. Un petit sourire commença à se former, rapidement tempéré par une prudence acquise. « Je peux ?» demanda-t-elle. Finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Bien sûr, » répondit Victor, attrapant un bloc-notes et un stylo sur la table d'appoint. « Commençons par quelque chose de simple. » Soigneusement, il écrivit 3 lettres majuscules en haut de la page. « Eltsanga. C'est ton nom, » expliqua-t-il, pointant chaque lettre en les prononçant. « Ella. » La fillette regardait, fascinée, comme si elle assistait à un tour de magie. Ses doigts tracèrent légèrement les lettres, suivant leur contour. « Voudrais-tu essayer ?» proposa Victor, lui tendant le stylo. Léa hésita, puis l'accepta. Elle tenait le stylo maladroitement, le serrant trop fort. Victor ajusta doucement sa main, lui montrant une façon plus confortable de le « C'est plus facile comme ça », expliqua-t-il. « Maintenant, copie-les. Lettres en dessous des miennes. » La langue pincée entre les lèvres en profonde concentration, Léa commença à dessiner. Son premier L sortit tordu, ressemblant plus à un œil incliné. Elle fronça les sourcils, visiblement frustrée. « C'est très bien pour un premier. Essaie, » encouragea Victor. « Essaie encore. Le L, c'est comme un coin, une ligne vers le bas et une autre sur le côté. » Elle hocha la tête, essayant de nouveau.
Cette fois, la lettre était plus reconnaissable. Un sourire sincère illumina momentanément son visage. C'est ça. Maintenant-le, juste une ligne droite. Celui-là fut plus facile. Léa traça une ligne verticale presque parfaite. Prenant confiance. Enfin, là c'est un peu plus délicat. Comme un triangle avec une barre au milieu. Le A fut plus difficile. Sa première tentative ressemblait à un H de côté. La seconde avait la barre transversale qui coupait tout du long. Mais à la troisième tentative, elle produisit quelque chose qui ressemblait à un AL. Ah, Léa, prononça-t-elle, regardant sa création avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Léa. C'est alors que quelque chose se produisit que Victor n'avait pas vu depuis. L'arrivée des enfants. Léa rit. Un son bref, cristallin, né d'une joie pure. C'était si inattendu que même Noah arrêta de jouer pour regarder sa sœur avec curiosité. « Tu l'as fait », dit Victor, sentant une étrange oppression dans sa gorge. « C'est ton nom. » Léa le regarda, les yeux brillants. « Je peux essayer. Encore ? Autant de fois que tu veux. » Pendant la demi-heure suivante, la pièce fut remplie du son du crayon sur le papier. Léa s'entraîna à écrire son nom. Encore et encore, chaque tentative plus assurée que la précédente. Noah finit par les rejoindre, curieux, et Victor lui montra comment dessiner un N, promettant de lui apprendre son nom entier quand il serait prêt. Quand Sophia arriva plus tard dans la journée avec les provisions de la semaine, elle trouva la maison dans un état d'esprit inhabituellement joyeux. Léa courut lui montrer ce qu'elle avait accompli, serrant le papier comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Regarde. J'ai appris à écrire mon nom. » Sophia jeta un coup d'œil à Victor par-dessus la tête de la fillette, une question silencieuse dans les yeux. Il sourit simplement, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Cette nuit-là, après que les enfants furent au lit, Victor retourna dans le salon et ramassa la feuille de papier. Il regarda les progrès de Léa, des premières tentatives tremblantes à la version finale, qui était déjà assez lisible. Soigneusement, il découpa la dernière, la meilleure, et l'emporta avec lui. Dans la chambre des enfants, il se déplaça silencieusement. Pour ne pas les réveiller. Noah dormait profondément, un bras jeté de manière spectaculaire par-dessus l'oreiller. Léa était allongée sur le côté, comme d'habitude, faisant face à son frère de manière protectrice, même dans son sommeil. Avec un morceau de ruban adhésif, Victor fixa le papier sur le mur près du lit de Léa, là où ce serait la première chose qu'elle verrait en se réveillant. 3 lettres simples, un nom, une identité. C'était plus qu'un exercice d'alphabétisation. C'était le premier mot écrit de sa nouvelle vie, une petite étape de normalité dans une vie qui avait été tout sauf normale. Victor quitta la pièce aussi silencieusement qu'il y était entré, laissant derrière lui ce simple témoignage de progrès. Léa, brillant faiblement dans l'obscurité commune. Promesse. La pluie tombait depuis 2 jours d'affilée, confinant les enfants au manoir. Victor avait travaillé à distance la majeure partie de la matinée, assistant à des vidéoconférences dans son bureau, tandis que Léa et Noah exploraient des coins de la maison qu'ils n'avaient pas encore entièrement découvert. Bien qu'ils y vécussent depuis près de 3 mois maintenant, le manoir Aïe était assez grand pour cacher des surprises à chaque coin, des pièces rarement utilisées, des étagères de livres intacts, des placards entreposant des objets datant d'années. Une mine de découverte pour 2 enfants curieux. Cet après-midi-là, après le déjeuner, Victor leur permit d'entrer dans la bibliothèque, une pièce spacieuse, bordée d'étagères en bois sombre, avec une échelle roulante pour atteindre les volumes supérieurs. Léa était tombée amoureuse de l'endroit au premier regard. Depuis qu'elle avait appris à écrire son nom, son intérêt pour les lettres et les livres grandissait de jour en jour. « Faites comme chez vous », dit Victor, s'installant dans un fauteuil avec son ordinateur portable. « Faites juste attention à l'échelle. » Noah s'occupa rapidement d'une collection de globes de différentes tailles sur une table basse, les faisant tourner avec fascination et pointant au hasard des pays et des océans, inventant des histoires de pirates et d'explorateurs. Léa, pendant ce temps, marchait lentement entre les étagères, passant ses doigts sur le dos des livres.
comme si elle espérait absorber leurs histoires par le toucher. De temps en temps, elle en sortait un, feuilletait quelques pages, puis le remettait soigneusement à sa place. Son véritable intérêt s'éveilla lorsqu'elle tomba sur une section d'albums photos, de grands volumes reliés en cuir, les dates estampillées le long des tranches. Léa en retira un qui paraissait bien utilisé, ses bords légèrement usés par de fréquentes manipulations. Elle s'assit sur le tapis et ouvrit l'album. Sur ses genoux, les premières pages montraient une jeune et belle femme aux cheveux noirs et au sourire radieux. Sur certaines photos, elle apparaissait avec Victor, un Victor différent, avec moins de rides de soucis sur le visage, un Victor qui souriait d'une manière que Léa n'avait jamais vue. En tournant les pages, une nouvelle silhouette commença à apparaître. Une petite fille, d'abord un bébé dans les bras de la femme, puis une enfant aux cheveux bruns et aux yeux brillants. Léa regardait, captivée, les images qui racontaient une histoire. Anniversaire, Noël, journée. À la plage, moment simple d'une famille heureuse. Au milieu de l'album, une photo attira particulièrement son attention. Elle avait été retirée puis remise, comme si quelqu'un l'avait transportée avant de la rendre. Elle montrait la petite fille, peut-être un peu plus jeune que Léa, assise sur une balançoire. Son sourire était large, ses yeux plissés par la force de sa joie. Derrière elle, partiellement visible, se tenait Victor, poussant la balançoire, sa propre expression débordant de bonheur et de fierté. Léa retira soigneusement la photo de l'album et s'approcha de Victor, qui tapait distraitement sur son ordinateur. « C'est ta fille ?» demanda-t-elle, sa voix douce brisant le silence de la bibliothèque. Victor se figea, les doigts encore sur le clavier. Pendant un moment, Léa craignit d'avoir commis une terrible erreur. La couleur quitta son visage, et quelque chose vacilla dans ses yeux. Une douleur brute et pure, si palpable qu'elle pouvait presque la sentir. Lentement, Victor ferma l'ordinateur portable et le mit de côté. Il tendit la main et Léa lui donna la photo. Il la regarda longuement, son pouce caressant doucement la surface. « Oui, répondit-il finalement, la voix plus rauque que d'habitude. Elle est tombée très malade. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais elle a fini par décéder. » La réponse était simple, mais chargée de sens. Léa resta là, incertaine de devoir parler ou s'éloigner. Elle choisit de rester, sentant instinctivement que Victor avait besoin de ce moment. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-elle après quelques secondes. « Olivia » répondit Victor, le mot vibrant dans l'air entre eux. Elle avait 5 ans. Léa s'approcha, regardant de nouveau la photo que tenait Victor. Elle étudia le visage de la petite fille, le petit espace entre ses dents de devant, les taches de rousseur parsemant son nez, la lumière dans ses yeux. Elle a l'air heureuse. Dit doucement Léa. Une observation simple, mais profondément vraie. Victor déglutit difficilement, les yeux fixés sur la photo. Elle l'était, acquiesça-t-il. Ah! Sourire tremblant effleura ses lèvres. Un mélange doux amer de chagrin et de souvenir chéri. Elle adorait cette balançoire, demandait toujours à aller plus. Oh, plus haut? Quelque chose dans sa voix avait changé. Ce n'était plus seulement de la douleur. Il y avait de la chaleur, de la nostalgie, même une pointe de joie dans le souvenir. Qu'est-ce qu'elle aimait faire d'autre? Demanda Léa, se perchant sur la coudoir du fauteuil de Victor. Victor la regarda, surpris par la question, mais reconnaissant. C'était comme si Léa avait ouvert une porte qu'il avait gardée verrouillée pendant longtemps, permettant aux souvenirs enfouis par le chagrin de respirer enfin. Elle adorait les histoires, commença-t-il, la voix devenant plus assurée. Chaque soir, elle demandait 3 histoires pour s'endormir. On négociait et on se mettait d'accord sur 2. Il laissa échapper un petit rire, la première fois qu'il riait. En parlant d'Olivia depuis très longtemps. Et elle adorait danser. N'importe quelle musique, n'importe où. Au supermarché, en voiture, dans le jardin. Pendant que Victor parlait, Noah s'approcha doucement, s'asseyant par terre aux pieds d'eux. Victor. Il écoutait attentivement, ses grands yeux fixés sur le visage de Victor. Sentant l'importance du moment même sans le comprendre pleinement. Léa écoutait simplement, sans interrompre, offrant sa présence attentive comme un
Cadeau silencieux. De toutes les personnes de la maison, elle était peut-être celle qui comprenait le mieux le langage de la perte. Elle était jeune, mais assez âgée pour en sentir le poids. Elle avait une danse spéciale quand elle était heureuse, continua Victor, les yeux maintenant lointains, voyant quelque chose au-delà de la bibliothèque pluvieuse. Elle tournait et sautait les bras ouverts, comme si elle essayait d'embrasser le monde entier. Léa sourit, imaginant la scène. Comme un papillon, suggéra-t-elle doucement. Victor la regarda, légèrement étonné. Oui, exactement comme un papillon. C'est ce que disait Elisa. Ma femme. Un autre silence, mais différent cette fois. Pas le silence lourd du chagrin non reconnu, mais quelque chose de plus doux, presque paisible. La pluie tapotait contre les fenêtres, créant une douce mélodie de fond. Ma maman me manque aussi, dit finalement Léa, si bas que Victor dut se pencher pour l'entendre. Parfois, je me réveille et j'oublie qu'elle n'est pas là. Victor hocha la tête, comprenant parfaitement cette expérience. Ça m'arrive aussi, à nu. À un autre moment de connexion. Léa posa sa petite main sur celle de Victor, un geste si simple et pourtant profondément réconfortant. C'était la première fois que Victor parlait vraiment de sa perte avec quelqu'un ouvertement. Pas seulement en faisant référence à la réalité brutale de la mort. Et c'était avec une fillette qui comprenait le silence, qui connaissait le vide laissé par les êtres chers absents, qui comprenaient comment porter cette absence sans mots. Je peux voir plus de photos d'elle, demanda Léa après quelques minutes. Victor hésita seulement un instant avant d'hocher la tête. Bien sûr, regardons. Ensemble. Avec Noah s'installant à côté d'eux, Victor tourna lentement les pages de l'album, ramenant Olivia à la vie à travers des souvenirs et des histoires. Pour la première fois depuis longtemps, il parla de sa fille non pas comme de quelqu'un qu'il avait perdu, mais comme de quelqu'un qu'il avait aimé et aimait toujours. Dehors, la pluie commença enfin à diminuer, et un faible rayon de soleil tenta de percer les nuages. La lumière du matin baignait le manoir Haï d'une lueur dorée un samedi. Victor, habitué à sa nouvelle routine, se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner. Au cours des derniers mois, ce rituel matinal était devenu spécial, non pas une tâche solitaire, mais une célébration tranquille du nouveau rythme de la maisonnée. Alors qu'il préparait les ingrédients pour les crêpes, farine, œufs, lait, un peu de sucre, il entendit de légers bruits de pas dans l'escalier. Léa apparut dans l'embrasure de la cuisine, déjà habillée, les cheveux soigneusement peignés. Oh! 4 mois depuis son arrivée, elle avait gagné non seulement du poids et des couleurs, mais aussi une nouvelle assurance. Une pointe de prudence persistait, mais elle n'était plus perpétuellement sur le qui-vive, comme un petit animal prêt à fuir. Bonjour, salua-t-elle en se dirigeant vers le comptoir. Je peux aider? Victor sourit. Bien sûr. Je fais des crêpes. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Les crêpes étaient rapidement devenues le petit déjeuner préféré des 2 enfants. Voudrais-tu apprendre à les faire? Proposa Victor, quelque peu surpris de lui-même pour cette suggestion. C'était la première fois qu'il proposait de lui apprendre autre chose que des lettres et des chiffres lors de leur séance de l'après-midi. Léa hocha la tête, son excitation visible sur son visage habituellement composé. D'abord, on mélange les ingrédients secs, expliqua Victor, indiquant la farine et le sucre. Peux-tu mesurer 2 tasses de farine? Avec un soin méticuleux, Léa s'exécuta, le bout de sa langue pointant entre ses lèvres en concentration, ses petites mains se déplaçant avec une précision croissante, résultat de sa pratique du dessin et de l'écriture. Comme ça? Demanda-t-elle, la tasse à mesurer parfaitement nivelée. Parfait. Loua Victor. Maintenant, on ajoute une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Étape par étape, il la guida. Casser les œufs, fais attention aux coquilles. Battre le mélange, pas trop fort, juste jusqu'à ce que ce soit homogène. Ajouter le lait progressivement, tu vois comment la texture change? Léa absorbait chaque instruction attentivement, comme si elle mémorisait quelque chose de vital. Pour une enfant qui avait connu tant d'instabilité, c'était peut-être exactement cela, apprendre à créer quelque chose de fiable, quelque chose qui
pouvait être répétée pour obtenir le même résultat réconfortant à chaque fois. Maintenant, via la partie la plus difficile, avertit Victor en allumant le feu sous la poêle. Retournez les crêpes au bon moment. Il fit une démonstration avec la première. Versa une petite louche de pâte dans la poêle chaude, attendit que de petites bulles apparaissent à la surface, puis la retourna d'un rapide coup de poignet, révélant un dessous parfaitement doré. À ton tour, dit-il, offrant la spatule à Léa. Elle hésita, jetant un coup d'œil de la spatule à la poêle avec une lueur d'appréhension. Et si je rate? La question portait plus de poids que ses mots ne le suggéraient. Victor reconnut la peur sous-jacente de l'échec, de la déception, de perdre quelque chose à cause d'une seule erreur. Alors on en fera une autre, répondit-il simplement. On a assez de pâtes pour plein d'essais. Quelque chose se détendit dans son expression. Elle prit la spatule, imitant. Victor versa un cercle de pâtes dans la poêle. Comment je sais quand la retourner? Demanda-t-elle, étudiant la crêpe attentivement. Regarde-les bulles, dit Victor en pointant. Quand elles sont partout à la surface et que les bords ont l'air fermes. Léa regarda la crêpe avec une telle concentration que Victor pouvait pratiquement entendre ses rouages mentaux tourner. Quand elle décida que c'était le moment, elle glissa soigneusement la spatule sous la pâte, d'un mouvement rapide, la retourna. Ce n'était pas parfait, la crêpe se plia un peu d'un côté, mais c'était indéniablement une crêpe. J'ai réussi, s'exclama Léa, une rare explosion d'excitation pure. Elle a l'air super. Là, loua Victor, sincèrement impressionné. Pour une première fois, c'est incroyable. Encouragée par son succès, Léa continua. La deuxième crêpe sortit mieux que la première. La troisième encore mieux. À la cinquième, elle maîtrisait la technique, produisant des disques ronds et dorés. L'odeur des crêpes fraîchement préparées attira Noah, qui entra dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés, se frottant les yeux ensommeillés. « Léa fait le petit déjeuner » demanda-t-il, ravi à l'idée. « Oui » confirma Victor, aidant le garçon à grimper sur un haut tabouret près du comptoir. « Et elle fait un travail fantastique. » Léa sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage, la faisant paraître de son âge réel plutôt que la petite adulte qu'elle avait été forcée de devenir. « Je veux apprendre aussi, » déclara Noah. « Quand tu seras un peu plus grand, promis. » Léa, transférant une pile de crêpes sur une assiette. « La cuisinière est trop chaude pour toi en ce moment. » Victor observa l'échange avec un pincement au cœur. C'était la première fois qu'il voyait Léa agir comme une sœur et non comme une mère de substitution, fixant des limites par véritable souci et non par peur ou nécessité. Tous trois s'assirent à la table de la cuisine, la pile dorée de crêpes au centre, entourée de pots de confiture, de miel et de beurre. Noah se jeta sur sa portion avec son enthousiasme habituel, tandis que Léa savourait chaque bouchée avec soin. « Elles sont délicieuses, Léa », complimenta Victor après les avoir goûtées. « Tu as un don pour ça. » Elle baissa les yeux, mais pas avant qu'il n'ait surpris la lueur de fierté dans ses yeux. « Je peux les refaire demain » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. On peut faire ça tous les samedis si tu veux. Ce sera notre petit rituel. » L'idée d'un rituel, quelque chose de régulier et de fiable qu'il pourrait anticiper, sembla plaire à Léa. Elle hocha la tête, satisfaite. Pendant qu'il mangeait, Victor remarqua que Noah observait Léa intensément, comme s'il était perplexe par quelque chose. Finalement, Noah pointa sa fourchette vers elle et prononça distinctement « Léa ». Ce n'était pas la première fois qu'il disait le nom de sa sœur, bien sûr, mais quelque chose était différent cette fois. Il y avait une intention derrière, un but. Noah pointa ensuite sa propre crêpe et répéta « Léa ». Victor comprit immédiatement. Noah n'appelait pas seulement sa sœur. Il lui attribuait la création des crêpes, reconnaissant son accomplissement. C'était la première fois qu'il utilisait un mot pour identifier non seulement une personne ou un objet, mais pour exprimer une idée plus abstraite, la paternité, la création. Léa comprit aussi. Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'adoucirent avec une vague d'émotion contenue. « Oui, Noah. J'ai fait les crêpes.
Noah rayonna, satisfait. Qu'elle l'ait compris, et reprit son repas avec un enthousiasme renouvelé. Victor baissa les yeux sur sa propre assiette, cachant la soudaine montée d'émotion. Ces petits moments ordinaires, ceux qui ne semblaient ni dramatiques ni extraordinaires, le réconciliaient progressivement avec la vie. Chaque petite victoire des enfants ressemblait, d'une certaine manière, à la sienne. Après le petit déjeuner, Léa insista pour aider à faire la vaisselle, tandis que Noah éparpillait ses cubes de construction préférés sur le sol du salon. Une légère pluie à l'extérieur créait une atmosphère chaleureuse, parfaite pour une journée tranquille à l'intérieur. Victor séchait une assiette lorsqu'un son inattendu le fit s'arrêter. Noah riait dans le salon, un rire pur et insouciant. Léa l'entendit aussi et croisa le regard de Victor, reconnaissant mutuellement à quel point ce son avait été rare. Allons voir ce qui est si drôle, suggéra Victor, posant le torchon. Dans le salon, ils trouvèrent Noah entouré d'une construction de cubes élaborés. Ce qui avait commencé comme une simple tour ressemblait maintenant à une ville entière, avec des structures de hauteurs variées reliées par des ponts improvisés. « Regardez ce que j'ai fait !» s'exclama-t-il fièrement. « C'est notre maison, mais en beaucoup, beaucoup plus grande. » Victor s'agenouilla à côté de la création, l'examinant sérieusement. « C'est impressionnant, tu as travaillé dur dessus. Celui-ci, c'est toi, » expliqua Noah, pointant un cube bleu perché au sommet d'une des tours. « Et ça, c'est Léa, » continua-t-il, indiquant un cube rouge à proximité. « Et ça, c'est moi, » conclut-il, montrant un cube jaune placé entre les deux autres. La simplicité de cette représentation, 3 cubes colorés ensemble au sommet d'une structure, portait une vérité émotionnelle qui frappa Victor avec une force inattendue. En quelques mois, ils avaient en effet construit quelque chose ensemble. Pas parfait, pas conventionnel, mais solide. Ce n'est pas encore fini, ajouta Noah, cherchant d'autres cubes autour de lui. On en a besoin de plus. On peut t'aider ? Demanda Léa, s'asseyant déjà sur le tapis à côté de son frère. Noah hocha la tête avec enthousiasme, lui tendant quelques cubes. Victor les rejoignit, s'asseyant par terre en tailleur, une position qu'il n'avait pas prise depuis, depuis Olivia. Au cours de l'heure suivante, la construction s'étendit dans toutes les directions. Noah dirigeait le projet avec une clarté surprenante, tandis que Léa apportait des détails méticuleux et Victor assurait la stabilité structurelle des sections plus ambitieuses. À mi-chemin, Léa commença à inventer une histoire sur les habitants de la ville de Cube. Un roi bienveillant vivant dans la plus haute tour, un jardinier qui s'occupait des espaces verts représentés par des coussins, une bibliothécaire qui gardait tous les livres du royaume. Noah se joignit immédiatement, ajoutant ses propres personnages, un dompteur de dragons, un constructeur de ponts, un enfant qui pouvait voler. Victor écoutait simplement, enchanté par la créativité débridée qui faisait surface maintenant que les enfants avaient des repas réguliers. Et un sentiment de sécurité. C'était comme regarder des fleurs longtemps dormantes s'épanouir enfin après une sécheresse. À un moment particulièrement dramatique de l'histoire, lorsque le dompteur de dragons de Noah sauva la bibliothèque d'un incendie, le garçon joua la scène si vivement que Léa éclata de rire. Son rire, encore rare, provoqua celui de Noah, qui à son tour déclencha quelque chose chez Victor. Un rire sincère, venant du plus profond de lui. La maison résonna de ce son. 3 personnes riant ensemble, chacune portant sa propre histoire de perte. Trouvant un moment fugace de joie partagée. Les murs qui n'avaient absorbé que le silence et le chagrin pendant si longtemps réverbéraient maintenant la vie. Quand le jeu se termina finalement, avec des promesses de continuer après le déjeuner, Victor se souvint de quelque chose qu'il avait acheté quelques jours auparavant. Il demanda aux enfants d'attendre et se précipita à l'étage, revenant avec un paquet simplement emballé. « C'est pour toi, Léa » dit-il en le lui tendant, pour avoir fait de si délicieuses crêpes ce matin. Léa accepta le cadeau les yeux écarquillés. Elle le déballa soigneusement, révélant un carnet à couverture rigide avec des pages épaisses de haute qualité, ainsi qu'un ensemble de crayons de couleur et de feutres fins. Pour que tu dessines ou écrives.
expliqua Victor, soudain mal à l'aise. Était-ce trop? Il ne voulait pas l'y mettre. La pression. Léa ouvrit le carnet, passant ses doigts sur les pages blanches. Il y avait une révérence dans son toucher qui fit réaliser à Victor que c'était probablement le premier objet vraiment neuf qu'elle recevait depuis longtemps. Pas d'occasion, pas emprunté, pas une nécessité de base, mais quelque chose destiné uniquement à son expression et à son épanouissement. Merci, dit-elle, la voix empreinte d'une émotion soigneusement contenue. Je vais écrire nos recettes en commençant par les crêpes. Une promesse de continuité, d'avenir. Victor sentit une agréable chaleur se répandre dans sa poitrine. C'est un excellent début, acquiesça-t-il. Noah se pencha pour inspecter le nouveau cadeau de sa sœur. Tu vas m'apprendre à écrire crêpes? Demanda-t-il à Léa. Je t'apprendrai à écrire tout ce que tu veux, promit-elle, le serrant dans une étreinte impulsive. Victor observait, conscient d'assister à quelque chose de précieux, la connaissance transmise non par obligation, mais par affection. Une promesse faite non par nécessité, mais par choix. Ce soir-là, après le dîner, pendant que Noah prenait un bain sous la surveillance de Victor, Léa s'assit à la table de la cuisine avec son nouveau carnet. Avec une concentration intense, elle écrivit sur la première page, en lettres soignées, les recettes de la famille Aïe. Quand Victor retourna à la cuisine et vit ce qu'elle avait écrit, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, momentanément sans voix. Léa le regarda, une question silencieuse dans son regard. Avait-elle outrepassé ses droits, trop présumés? Victor traversa la cuisine et s'assit à côté d'elle. C'est parfait, dit-il. Simplement. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léa sourit, non. Pas d'un sourire hésitant ou retenu, mais d'un sourire plein et confiant. Et Victor le lui rendit, son propre sourire tout aussi sincère. Ils rirent ensemble, non pas de quelque chose en particulier, mais de la pure joie de partager ce moment, de se reconnaître mutuellement, de briser la dernière barrière. C'était la naissance symbolique de la confiance. Pas seulement la confiance de Léa en Victor, mais la confiance de Victor en lui-même, en sa capacité à prendre soin, à protéger et à nourrir à nouveau, à créer un foyer défini non par des murs et un toit, mais par des routines, des réussites partagées, enfin, des rires. La maison ne sentait plus le deuil. Elle sentait les crêpes, les crayons neufs, le shampoing pour enfants et les possibilités. La nuit tomba sur le manoir Aïe avec une quiétude que Victor avait appris à chérir. Au cours des 5 derniers mois, une nouvelle routine s'était installée. Dans la maison, dîner en famille à table, bain à l'heure, histoire pour s'endormir, petits rituels qui ancraient leur journée, leur donnant structure et sens. Cette nuit-là, après s'être assuré que les 2 enfants dormaient, Victor se retira dans son bureau. Il y avait du retard à rattraper pour la fondation. Pendant des heures, il se plongea dans les rapports et les tableurs, son esprit partagé entre les chiffres et la satisfaction tranquille de savoir Léa et Noah endormis en sécurité à l'étage. L'horloge indiquait un peu plus de minuit lorsqu'il éteignit finalement son ordinateur et monta les escaliers, ses pas légers dans le couloir. Silencieux. Comme chaque nuit, il s'arrêta devant la porte des enfants, laissée légèrement entr'ouverte à la demande de Léa. À travers l'entrebâillement, il pouvait voir 2 formes endormies, Noah roulé en boule, Léa étendue à côté de lui, un bras drapé protecteur sur son frère, même dans son sommeil. Victor sourit pour lui-même et continua vers sa propre chambre. Il se changea rapidement, se brossa les dents et se mit au lit avec un livre qu'il essayait de finir depuis des semaines. Les pages se brouillèrent bientôt devant ses yeux fatigués, et il posa le livre, éteignit la lumière et se laissa sombrer dans l'étreinte du sommeil. Il ne savait pas depuis combien de temps il dormait. Quand un son le réveilla, un léger craquement de la porte de sa chambre qui s'ouvrait. Victor ouvrit les yeux, immédiatement alerte mais pas alarmé. Il y avait eu quelques visites nocturnes au cours des mois, mauvais rêves, un verre d'eau, une question qui ne pouvait pas attendre le matin. Ce qui le surprit, fut de voir Léa debout à la porte, son petit corps tremblant visiblement, son visage mouillé de larmes. Léa. Victor se redressa instantanément, complètement réveillé.
Qu'est-ce qui s'est passé? La fillette entra, c'est pas incertain, la voix secouée de sanglots. Il brûle. J'ai peur. Victor n'eut pas besoin d'explications supplémentaires. Il rejeta les couvertures et suivit Léa, qui se hâtait déjà de retourner dans la chambre qu'elle partageait avec son frère. Noah gisait recroquevillé sous ses couvertures, le visage rouge, respirant irrégulièrement. De petits gémissements s'échappaient de ses lèvres gercées, et ses cheveux collaient à son front moite de sueur. Victor toucha la peau de Noah et sentit immédiatement la chaleur alarmante. Une fièvre, et une forte, à en juger par le toucher. Depuis combien de temps est-il comme ça? Demanda-t-il, cherchant sur la table de chevet le thermomètre qu'il y gardait. Je ne sais pas, murmura Léa, sa voix fluette. Je me suis réveillé. Parce qu'il bougeait tellement. Puis je l'ai touché et il était si chaud. Victor passa doucement le thermomètre sur le front de Noah. L'affichage numérique bipa presque aussitôt. 39,8 degrés Celsius. Beaucoup trop élevé pour être rassurant. Nous allons à l'hôpital, décida-t-il, sans hésitation. L'éclair de panique dans les yeux de Léa fut indubitable, mais elle hocha la tête, faisant confiance au jugement de Victor. En moins de 5 minutes, ils étaient habillés et Victor portait Noah, enveloppé dans une couverture légère. Le garçon brûlait dans ses bras, alternant entre léthargie et agitation. Dans la voiture, Léa s'assit à l'arrière avec son frère, lui tenant la main et murmurant des mots rassurants qui contrastaient avec la peur évidente sur son visage. Victor conduisit à travers la ville endormie avec une urgence contrôlée. Chaque feu rouge, un supplice, chaque seconde, une éternité. Son esprit parcourait à toute vitesse les possibilités médicales, infections virales, bactériennes, une complication de leur malnutrition antérieure. Leur progrès en matière de santé au cours des derniers mois rendait cette rechute brutale particulièrement cruelle. Les urgences pédiatriques étaient modérément fréquentées, même à cette heure. Victor les enregistra à l'accueil, expliquant brièvement la situation. La forte fièvre de Noah leur assura la priorité, mais il y eut tout de même une attente. Dans la salle d'attente, Léa resta d'un calme inquiétant, ses yeux ne quittant jamais son frère, qui somnolait par intermittence sur les genoux de Victor. Son visage était un masque de soucis matures, bien au-delà de son âge. Il ira bien, l'assura Victor, posant doucement une main libre sur son épaule. Les médecins ici sont très bons. Léa ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix tremblait d'une fragilité que Victor entendait rarement chez elle. Ma maman est venue à l'hôpital. Elle n'est jamais revenue. Ces mots frappèrent Victor comme un coup physique. Bien sûr, pour Léa, les hôpitaux n'étaient pas des lieux de guérison, mais de séparation permanente. Sa terreur ne concernait pas seulement la santé de Noah, mais la peur d'une autre perte irréversible. Noah n'est pas aussi malade que ta mère l'était, dit Victor doucement. C'est probablement juste une mauvaise grippe ou une infection. Les médecins vont lui donner des médicaments et nous rentrerons tous bientôt à la maison. Léa se mordit la lèvre, peu convaincue. Promis? Je promets, répondit Victor sans hésitation. Elle tendit la main et agrippa la sienne avec une force surprenante. Tu as promis que tu resterais avec nous, dit-elle, ses yeux sombres le fixant avec une intensité troublante. Victor sentit le poids de ses mots. Ce n'était pas seulement un rappel de la promesse qu'il avait faite des mois auparavant sous un auvent froid. C'était un appel à la responsabilité, un plaidoyer pour être rassuré dans un moment de peur. Plus que cela, il signifiait la confiance. Fragile, nouvellement formée, précieuse. Et j'ai l'intention de la tenir. Répondit-il, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge. Une infirmière apparut à la porte, appelant le nom de Noah. Victor se leva, tenant toujours le garçon fiévreux. Léa refusa de lâcher sa main, marchant près de lui. Alors qu'il suivait l'infirmière dans le couloir blanc. Dans la salle d'examen, une jeune médecin efficace vérifia les signes vitaux de Noah, inspecta sa gorge, écouta ses poumons et posa des questions à Victor, auxquelles il répondit du mieux qu'il put. On dirait une angine bactérienne, conclut-elle après l'examen. Approfondie. Nous allons commencer les antibiotiques tout de suite. Sa fièvre
devrait baisser dans les prochaines 24 heures. Victor sentit un immense soulagement l'envahir. Léa, qui avait observé l'examen avec anxiété, se détendit. Enfin un peu. Il n'aura pas besoin de rester ici ? Demanda-t-elle, sa voix révélant sa principale préoccupation. Le médecin sourit gentiment à Léa. Non, ma chérie. On va lui donner sa première dose de médicament ici. Ensuite, tu pourras le ramener à la maison. Continue juste à lui donner les médicaments comme indiqué. Léa se tourna vers Victor, cherchant silencieusement confirmation. Il hocha la tête, confirmant les paroles du médecin. Pendant qu'ils attendaient à la pharmacie de l'hôpital la prescription, Noah s'agita, ses yeux fiévreux rencontrant ceux de Léa. Ça va aller, murmura-t-elle, en lui caressant les cheveux moites. On sera bientôt à la maison. Victor remarqua avec quel naturel le mot maison glissa des lèvres de Léa. Maison de Victor, pas le manoir, simplement la maison, l'endroit où ils appartenaient tous. Il était bien plus de 3 heures du matin quand ils retournèrent finalement au manoir. Avec la première dose d'antibiotiques et d'antipyrétiques dans son système, Noah dormait plus paisiblement dans les bras de Victor. Léa, épuisée par l'inquiétude et l'heure tardive, luttait pour garder les yeux ouverts. Victor porta Noah jusqu'à son lit, le bordant soigneusement. Léa monta immédiatement à côté de lui, déterminée à veiller. « Tu as besoin de repos aussi, » dit Victor doucement. « Je peux veiller sur lui. » Léa secoua la tête obstinément. « Je veux rester près de lui, au cas où il aurait besoin de moi. » Victor envisagea d'insister, mais comprit son besoin